Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Parmi les métropoles occidentales dignes de faire rêver le monde, de l'inspirer, de le stimuler, Vienne me paraît s'imposer au premier rang. La capitale autrichienne, aujourd'hui un peu surdimensionnée, il faut bien le dire, quand on connaît l'échelle de ce qu'est devenu l'Autriche, mais qui jadis était à la taille d'un immense empire, la Vienne des Habsbourg, entre Hofburg, Ring et Prater, est aussi bien sûr et peut-être d'abord la ville éternelle de Stefan Zweig, que nous allons appeler, si vous le voulez bien, Stefan Zweig. Un livre d'inédit du grand auteur viennois sort ces jours-ci chez Bouquin, un bouquin littérature, avec en couverture un beau cliché noir et blanc de la Vienne 1900 et ce titre tout indiqué « Vienne, ville de rêve ». Les textes réunis ont été à l'origine écrits entre 1902 et 1940, nous raconte Bertrand d'Hermoncourt dans son introduction. Ils couvrent l'ensemble de la vie créatrice de l'auteur, de l'étudiant dilettante des débuts à l'écrivain célèbre mais exilé de la fin, qui se résolut à quitter l'Autriche quelques mois avant l'Anschluss. Des pans entiers de la vie culturelle viennoise de cette époque sont ainsi explorés avec ses valeurs sûres, ses modes passagères, ses lieux mythiques, ses grands génies, ses inconnus et bien d'autres figures attachantes, amis plus ou moins proches de Zweig, que Zweig sent et qu'il analyse avec la précision de celui qui sait tout, qui voit tout. Il retranscrit ses impressions et souvenirs dans ce style plaisant, toujours accessible qu'on lui connaît. Et c'est vrai que ça n'est pas le moindre des charmes de Stefan Zweig d'écrire toujours des phrases parfaitement limpides, parfaitement compréhensibles directement, même si parfois ce qu'il essaie de nous expliquer est d'un extrême raffinement. On retrouve donc à travers toutes ces pages la Vienne de 1900, cette Vienne que Paul Morand décrivait en ces termes, c'était dans Fin de siècle, un recueil par ailleurs assez extraordinaire. Il parle de cette métropole où une cohue slave, turque, juive, ruthène, croate, serbe, roumaine, galicienne ou dalmate se presse, nous dit-il. Une ville nouvelle où les Autrichiens commençaient à devenir les arlequins d'une sorte de mardi gras oriental dont la capitale constituait le décor permanent. Il ne se passait plus rien en Europe depuis longtemps, nous dit Paul Morand. Les Viennois trompaient donc ensemble par l'opéra, la chasse, les valses, un besoin secret de vivre tragiquement. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est à Vienne qu'est né Stefan Zweig, évidemment, en 1881, dans une famille très aisée de la bourgeoisie. Là encore, j'ai eu l'occasion déjà de vous parler de cette famille Zweig de Mortitz, le père, qui était un homme d'affaires juif. Il avait fait fortune principalement dans le textile. Je dis principalement parce qu'en fait, il avait d'autres fers au feu. Il est devenu millionnaire et il avait épousé Ida Brettauer qui, elle, était née dans une famille de banquiers. Donc, vous voyez tout à fait le monde assez parallèle, ce qu'on appelait à Vienne la Zweite Gesellschaft, la seconde société dans laquelle est né Zweig, où il a fait ses humanités, où il est devenu cette espèce de guetteur du siècle assez extraordinaire. Le monde dans lequel il a grandi est un monde confortable qui, c'est vrai, ne connaît pas l'incertitude. Et ça, pas seulement en raison de la protection particulière dont jouit Stéphane dans cette famille fortunée, mais aussi parce que la société viennoise est d'une incroyable stabilité dans cette fin de 19e siècle, ce qui est assez étrange quand on pense qu'en vérité, il s'agit de la capitale d'un empire composé de peuples si différents, mais tous réunis sous la férule bienveillante de cet empereur François-Joseph, de cette maison de Habsbourg. Quand j'essaie de trouver pour l'époque qui a précédé la Première Guerre mondiale et dans laquelle j'ai été élevé une formule qui la résume, disait Stefan Zweig, je me flatte de l'avoir le plus heureusement rencontré quand je dis « c'était l'âge d'or de la sécurité ». Il écrit ça dans Le Monde d'hier. L'âge d'or de la sécurité, inutile de vous dire que ça nous fait rêver, nous, un peu, aujourd'hui. Eh oui.
Il s'agit en tout cas pour Zweig et pour tous ses contemporains de cette Autriche solide, donc de François-Joseph. Tout dans notre monarchie autrichienne, vieille de près d'un millénaire, disait-il, semblait fondé sur la durée et l'État lui-même paraissait le suprême garant de cette pérennité. Tout dans ce vaste empire demeurait inébranlablement à sa place et à la plus élevée, le vieil empereur. Et s'il venait à mourir, on savait qu'un autre lui succéderait et que rien ne changerait dans cet ordre sagement concerté. Personne ne croyait à la guerre, à des révolutions ou à des bouleversements. Toute transformation radicale, toute violence paraissait presque impossible dans cet âge de raison. On peut dire que dans cette Autriche paisible, Stefan Zweig est un garçon à la fois vif et enthousiaste. Il est très sensible, il ne manque pas de pudeur et il ne manque surtout pas de la modestie qu'on lui a appris à manifester en toutes choses. Vienne est la ville qu'il aime, c'est la ville où il se plaît. Quelques mesures du deuxième mouvement, andante de cette symphonie numéro 6, dite tragique de Gustav Mahler. L'Orchestre symphonique de Londres était sous la direction de Valéry Gergiev. Vous écoutez Radio Classique. Il faut imaginer Stefan Zweig, étudiant, qui passe ses après-midi à se promener dans Vienne, à discuter, à se prélasser à la terrasse de café, qui, vous savez, sont un peu l'emblème de cette grande cité, d'une autre façon que ce qu'on peut voir à Paris. Et encore, il est là à fumer longue cigarette sur longue cigarette, à jouer aux échecs. Il lui arrive aussi de faire avec ses amis des parties de billard. Et puis le soir, on va au théâtre, à l'opéra, au concert. Et puis la nuit, toujours une cigarette à la bouche, on plonge dans les grands poètes, et dans Goethe, et Verlaine, et Rimbaud, et Schiller. Il lit énormément, Stefan Zweig. Il rêve de devenir écrivain. Il écrit ses premiers textes avec ce style déjà rapide et efficace qui fera plus tard sa célébrité. Un style qui d'ailleurs n'exclut pas, et on s'en rend compte quasiment à chaque page de l'ouvrage que j'ai là entre les mains, qui n'exclut pas un certain lyrisme. Mais ce lyrisme est toujours contenu, si vous voulez. Il est toujours subtil. Le monde viennois dans lequel Stefan Zweig évolue est un monde extrêmement construit, et pourtant on a constamment l'impression qu'il y a derrière tout ça quelque chose d'un peu menaçant, que ça pourrait s'évanouir d'un jour à l'autre. Le sentiment du provisoire dominait mystérieusement ma vie, écrira-t-il. Zweig a une curiosité infinie pour le monde. Il a ce sentiment très, très intime du provisoire qu'il a acquis sans doute dans ses longues conversations viennoises, un sentiment même d'urgence qui l'amène à vouloir quitter Vienne pour mieux y revenir et à aller partout se promener pour découvrir, pour mieux sentir le pouls de l'Europe, que ce soit à Berlin, à Bruxelles, bien sûr à Paris, mais aussi à Londres, ou en Italie, en Espagne. Bref, Zweig paraît incapable de se fixer. Pourquoi se fixerait-il? Puisque toujours il revient dans cette grande roue viennoise. Ces voyages lui permettront de satisfaire néanmoins cette curiosité. Et puis, disons-le aussi, de fuir cette angoisse qui déjà le tenaille, cette inquiétude intérieure déjà intolérable dont il parle. Ces voyages, donc, le ramèneront longtemps à Vienne avant qu'un dernier périple ne le maintienne au loin sur un autre continent. Voyez peut-être à quoi ressemble au physique l'auteur dont nous suivons les pas aujourd'hui. Cet homme svelte, assez élégant, on le suit, là il vient d'entrer dans une librairie de la Währingerstrasse. Il a les traits réguliers, la moustache fine, parfaitement taillée, des cheveux qui sont bien peignés, les ongles limés, les chaussures qui brillent. Il est, comme on dirait, tiré à 4 épingles, ce jeune homme au regard vif et passionné, même si, je vous l'ai dit, on arrive toujours à déceler au fond de ses yeux comme une étincelle de mélancolie. Un certain sourire se dessine à ses lèvres. Il est à la recherche d'éditions rares, toujours, de manuscrits difficiles à trouver. Il en a d'ailleurs toute une collection. Il lui faut les pages inédites des cahiers de Léonard de Vinci, certains manuscrits presque introuvables de Balzac, et Nietzsche et Goethe. Et puis alors des musiciens, n'oublions jamais la musique qui littéralement peuple sa vie. Brahms, Mozart, Haydn, Beethoven. Rien ne l'enthousiasme davantage que lorsqu'il tombe au hasard de ses prospections sur un de ses trésors. La simple flânerie était une
joie et en même temps une perpétuelle instruction. Tout vous était ouvert. On entrait chez un bouquiniste, on feuilletait les livres un quart d'heure sans que le marchand murmurât, dira-t-il toujours, dans Le Monde d'hier. Jusqu'à la fin, nous dit encore Bertrand d'Hermoncourt, Stefan Zweig a aimé respirer l'air de Vienne, son atmosphère cosmopolite, chatoyante et si enrichissante. Et dans ses souvenirs d'un Européen, il décrit une cité toujours accueillante, douée d'un sens particulier, de la réceptivité attirant à elle les forces les plus disparates qu'elle sait apaiser. La vie était douce, se souvient-il, dans cette atmosphère de conciliation spirituelle où il était naturel de jouir de la vie dans son air léger. Vienne était bien cette ville jouisseuse où l'amour de l'art était fanatique. Quel est le sens de la culture, conclut-il, sinon justement d'extraire de la matière brute de l'existence, par les séductions flatteuses de l'art et de l'amour, ce qu'elle recèle de plus fin, de plus tendre et de plus subtil. Vous voyez que la musique, évidemment, ne peut pas être loin de préoccupations comme celles qui animent cet esprit toujours curieux et toujours en recherche. Voici ce qu'il écrit lui-même dans un texte qui clôt le recueil et qui s'appelle « La Vienne d'hier ». Dans une ville qui vivait à ce point en musique, aussi réceptive au rythme et à la cadence, la danse devait elle aussi, de phénomène social, être transformée en art. Les Viennois dansaient avec passion. Ils étaient fous de danse, et cela allait du bal de la cour et du bal de l'opéra jusqu'au bistrot des faubourgs et au bal de domestiques. Mais on ne se contentait pas d'aimer danser. À Vienne, c'était une obligation sociale de bien danser, et lorsque l'on pouvait dire d'un jeune garçon parfaitement insignifiant « c'est un fameux danseur », cela lui conférait une certaine qualification sociale. Il était entré dans une sphère de culture parce que, justement, on élevait la danse au rang d'art. Inversement, parce que la danse était considérée comme un art, elle accédait à une sphère supérieure, et la musique dite légère, la musique de danse, devenait musique à part entière. Qu'il s'agisse d'évoquer donc de grands musiciens ou de grands écrivains, on parle d'Arthur Schnitzler, d'Hofmannsthal dans le livre, du romancier Joseph Roth à plusieurs reprises, ou du père de la psychanalyse, bien entendu, de Freud, qui n'est jamais bien loin. La plume de Stefan Zweig est toujours d'une acuité que je trouve quasiment incomparable, il faut bien le dire. Il y a quelque chose de très juste. Si vous aimez la justesse des termes, si vous aimez la justesse des rythmes, alors évidemment, vous aimez Stefan Zweig. Pour vous donner une idée de ce volume d'inédit là, qui s'appelle « Vienne, ville de rêve », je voudrais m'attarder, pour finir, à la figure troublante et attachante du poète Rainer Maria Rilke. Rilke qui était né en 1875, non pas à Vienne d'ailleurs, mais à Prague, et qui était mort en 1926. Non pas à Vienne non plus, mais à Montreux. Dans ses adieux à Rilke, qu'il publie dès l'année qui suit sa mort, dès 1927, voici notamment ce qu'écrit Stefan Zweig. Rilke est né autrichien de l'Empire à Prague, il n'a jamais vraiment été viennois, même s'il partage l'idéal cosmopolite de la ville et en incarne le plus haut raffinement. Voilà les mots même de notre Zweig. Humbles sont mes mots en cette heure, humblement inclinés devant ce cher cercueil qui n'a pas encore été submergé de fleurs. Seule la musique nous permet de faire nos adieux pleinement à celui que nous pleurons aujourd'hui ensemble, Rainer Maria Rilke, puisque chez lui seul parmi nous tous, le mot était déjà absolument de la musique. Nulles autres lèvres que les siennes ne savaient le délivrer de la brume de l'habitude. Les métaphores y portaient en toute légèreté le corps rigide du langage vers ce monde plus élevé de l'apparition. Beaucoup plus tard, en 1936, c'est un Stéphane qui, sans le savoir, se rapprochait déjà de l'exil inexorable, qui, à Londres, devant un public londonien, va parler de Rilke. Ce public est fasciné, disons-le, d'entendre le témoignage d'un homme qui a connu personnellement celui dont il parle. Au cours des ans, dit-il, j'ai eu souvent l'occasion de rencontrer Rainer Maria Rilke. Nous avons eu de bonnes conversations dans les villes les plus diverses. Je conserve des lettres de lui et comme précieux cadeau, la version manuscrite de son travail le plus célèbre, Le chant de l'amour et de la mort du cornette Christoph Rilke. Imaginez une assemblée à Vienne,
Avec une ou deux douzaines de personnes assises ensemble pour converser, un homme délicat, à l'air très jeune, vient d'entrer. De manière déjà caractéristique, son arrivée n'a pas été remarquée. Après quelques petits pas feutrés, il est soudainement là, silencieux. Il a peut-être fait un signe de la main à une ou deux personnes, et le voilà assis, sa tête légèrement penchée, de façon à cacher ses yeux, ses merveilleux yeux clairs et animés. Eux seuls le trahissaient. Il était assis, immobile, la main posée sur le genou, et il écoute. Mais laissez-moi vous dire que je n'ai jamais connu meilleure façon d'écouter avec un tel engagement que la sienne. C'était une manière d'écoute totale, et quand il se mettait à parler, il le faisait si doucement que l'on entendait à peine à quel point sa voix était belle et dotée de tons graves. Jamais il ne devenait virulent, jamais il ne cherchait non plus à persuader ou convaincre. Il sentait que trop de gens l'écoutaient, qu'il se trouvait au centre de l'attention et alors se retirait vite en lui-même. Les véritables conversations, celles dont on se souvient pour toute la vie, ne survenaient que lorsqu'on était seul avec lui et, si possible, le soir, dans un lieu où l'obscurité le protégeait quelque peu, ou dans les rues d'une ville étrangère. Franck Ferrand sur Radio Classique. À l'instar de Fra Angelico qui savait transformer en beauté sa cellule si extrêmement dépouillée, il s'entendait à immédiatement donner de la personnalité à son environnement, nous dit Zweig. C'était toujours de petites choses, puisqu'il ne voulait ni n'aimait le luxe. Une fleur dans un vase sur le pupitre, des reproductions achetées pour quelques shillings au mur. Il savait pourtant organiser ses objets avec soin et cohérence, afin qu'un ordre parfait règne immédiatement dans l'espace. Et voici les mots par lesquels conclut Stefan Zweig. Parfois, à la mort d'un poète, un peuple agit comme si la poésie elle-même était morte avec lui. Peut-être que l'Angleterre a vécu quelque chose d'analogue, lorsqu'en l'espace d'une décennie, Byron, puis Shelley et Keats partirent. En des instants tout aussi tragiques, ce presque dernier de sa génération est devenu le symbole absolu du poète, et l'on frémit à l'idée qu'il puisse être le dernier à jamais croiser notre chemin. Aujourd'hui, quand nous prononçons le mot poète, nous pensons à lui, et pendant que nous cherchons du regard sa silhouette, aimée partout où nous l'avions rencontrée, elle s'en est déjà allée, hors de nos temps, au-delà d'eux, devenue statue dans le bosquet de marbre de l'immortalité.